Quel est votre avis sur cette crise, notamment quel est votre avis sur cette délégation ministérielle? Est-ce qu'elle va pouvoir répondre aux doléances de la Guyane? Ça va être particulièrement difficile à un mois d'un changement majeur du management de l'État français, puisqu'on est à un mois des élections présidentielles. Et cette délégation, tout ce qu'elle pourra promettre ne sera mise en œuvre que par les nouveaux dirigeants. Donc ça va être très très compliqué. Il y a de fortes chances qu'il faille faire appel à une autorité supérieure, probablement à un ou deux ministres qui pourraient régler la situation. Alors même un ou deux ministres, vous le disiez, à quelques semaines de l'élection présidentielle, on sait souvent que l'État s'engage, parfois même une période normale, et que les promesses ne sont jamais tenues. Est-ce que même une promesse d'un ministre ou d'un Premier ministre a une valeur? Oui, dans un contexte un peu survolté comme ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie, puisque à quelques semaines de l'élection présidentielle, il y a eu les affrontements d'Ouvéa, vous vous souvenez de ça? Et il y a eu des promesses qui ont été tenues. Et c'est seulement quand un certain nombre de sommités gouvernementales se sont emparées de la situation, et c'est remonté au plus haut sommet de l'État avec François Mitterrand à l'époque, que la situation a été réglée. Ça a joué notamment sur la campagne électorale de l'époque. On se souvient de la position des Charles différents. Pasqua a donné le feu vert pour qu'il y ait la tuerie, et malgré tout, les résultats n'ont pas été en faveur de Jacques Chirac. Vous pensez qu'on sera dans le même contexte? Non, je ne pense pas. C'est un peu moins sanglant, c'est un peu moins tendu. Et puis derrière, il y a des revendications qui sont très très larges. Alors il y en a qui disent qu'elles sont hétéroclites, parce qu'on a tout mis dans le même panier. Mais il y a quand même au départ des choses extrêmement dures. Personne ne se soucie de savoir comment ça a commencé. Assez tragiquement, il y a un jeune qui, dans une laverie, qui a été braqué pour son téléphone portable, et il s'est fait tuer pour un téléphone portable. Et ça se passe dans un quartier qui s'appelle Olysette à Cayenne. Et les jeunes du quartier constituent l'essentiel d'ailleurs des 500 frères. Et c'est ça le cœur du débat. Parce que des braquages et des tueries comme ça, il y en a eu des dizaines à Cayenne. Et c'est ça le cœur du mécontentement. Alors justement, une quarantaine d'homicides en Guyane en 2016. Est-ce que, en termes d'insécurité, vous qui maniez les chiffres par vos sondages et vos magazines, est-ce que la Guyane est réellement dans une situation assez difficile en termes d'insécurité? Oui, complètement. Alors les statistiques officielles, parce que c'est uniquement les morts qu'on peut décompter, mais vous savez qu'en Guyane, on peut disparaître dans la forêt à tout moment, et c'est pas un mythe, puisqu'il y a 15 000 orpailleurs clandestins en Guyane. Donc en France, dès qu'il y a un mouvement où il y a 1 millier de personnes qui contreviennent à l'ordre public, ça fait la une des journaux. Là, il y en a 15 000 qui, depuis 20 ans, voire 30 ans, remettent en cause l'ordre de la République, et pratiquement rien n'est fait, sauf quelques expéditions punitives. Mais les chiffres officiels, c'est 2,7 homicides pour 100 000 habitants en Martinique. En Guadeloupe, ça passe à 8, et en Guyane, ça passe à 14. Donc, vous voyez bien que, effectivement, la Guyane est un territoire où l'ordre ne règne pas de manière absolue, et où la délinquance est directement liée à, et là on peut le dire sans tomber dans le populisme, est directement liée à une très très forte immigration, qui est une immigration miséreuse. Et c'est ça le problème, c'est que ce ne sont pas des gens extrêmement riches qui viennent en Guyane, ce sont des gens qui dans leurs pays respectifs sont en situation de pauvreté absolue, donc le Brésil, le Suriname, le Guyana, Haïti, même un certain nombre de Caribéens, et qui viennent en Guyane pour trouver du travail. Mais s'ils viennent en Guyane pour trouver du travail, c'est qu'il y a des Guyanais qui les font venir, parce qu'il y a des réseaux d'immigration extrêmement bien structurés. Qui passent aussi par la Martinique. Qui passent par la Martinique, exactement, et qui alimentent financièrement des réseaux mafieux. Et c'est grâce à cette espèce d'appel qu'il y a en Guyane, 85% des adultes ne sont pas nés en Guyane. Et vous imaginez cette situation en Martinique? Ce serait l'explosion absolue. Donc là, les Guyanais, on va dire de souche ou d'origine, ont compris que c'était presque trop tard et que leur pays leur échappait. Et malheureusement, c'est bien le cas. Et c'est, à mon avis, trop tard. Alors, vous rappelez les chiffres, 25% de chômage, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Selon vous, de votre regard, quelles sont les solutions à apporter là tout de suite? La première solution, c'est de mettre la Guyane, de faire fonctionner la Guyane sur des lois, entre guillemets, d'exception. Un peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, et de renoncer à appliquer
un certain nombre de critères stricts, notamment faire porter à la Guyane le fardeau de la réduction des dépenses de l'État, c'est une idiotie majeure. La Guyane ne peut pas être victime de réduction de la dotation des communes, de la CTG, etc. Ça, il faut vraiment un régime spécial. Alors, dans les mouvements, on parle de plan Marshall. Voilà. Ils disent, faites-nous un plan Marshall, et c'est évident. Alors, très rapidement, régime spécial, il y avait eu la possibilité, en 2010, avec l'article 74, exactement aussi pour la Martinique, mais on va écarter cette question pour terminer. Sur une question essentielle ici en Martinique, est-ce que ce mouvement a un risque de se propager aux Antilles, comme en 2008 et en février 2009? Non, il y a des chances qu'il y ait une espèce de prise de conscience dans certains secteurs, mais une contamination, entre guillemets, identique à celle de 2008-2009, moi, je n'y crois pas, parce que les conditions à la fois économiques et sociales ne sont pas réunies. Et puis, il y a eu l'alternance politique ici en Martinique qui permet à chacun des grands camps politiques d'avoir le pouvoir. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de la Guadeloupe et de la Guyane, où il n'y a pas d'alternance politique majeure entre un camp plutôt indépendantiste, plutôt revendicatif, et un camp plutôt traditionnel. Et ça nous sauve a priori pour l'instant de la contamination entre guillemets révolutionnaire. Merci beaucoup, Eddy Marajo, d'avoir accepté notre invitation ce soir.